Alors, donc le quorum est largement atteint, donc notre réunion va pouvoir se tenir. Secrétariat de séance, je vous propose M. Thierry Lemaire, comme c'est celui sur l'Europe. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce que ce soit Thierry, notre secrétaire de séance? Donc adopté, merci. Comme d'habitude, évidemment, le personnel administratif qui est ici présent avec nous est autorisé à prendre la parole pour compléter ou donner des précisions sur les réponses si il en était besoin. Alors, avant qu'on démarre l'ordre du jour, Nathalie, tu m'avais transmis une motion qui, au demeurant, est très intéressante et qu'on se propose effectivement de travailler. Alors, la seule chose qui m'embête, c'est que ce genre de motion, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit voté à l'unanimité. Donc nous, on aimerait bien avoir le temps de pouvoir travailler un petit peu dessus. Ce qu'on te propose, c'est de la mettre à l'ordre du jour du conseil du budget, c'est-à-dire au prochain conseil, parce qu'en plus de ça, d'un point de vue légal, on sera dans les délais. Parce que là, tu me l'as transmis, mais l'ordre du jour était déjà parti. Et donc, normalement, pour rajouter un point à l'ordre du jour, c'est à l'initiative du maire et au vote de l'ensemble des conseillers, mais il faut que ça ait aussi un caractère d'urgence. Là, on ne peut pas vraiment dire que c'est un caractère d'urgence, donc j'ai peur qu'éventuellement on se la fasse shooter si on la présente dans ces conditions-là. Ce que je propose, comme c'est quelque chose d'intéressant et qu'il faut qu'on puisse traiter pour nos concitoyens, c'est d'ores et déjà de la mettre, d'acter, qu'on la met à l'ordre du jour du prochain conseil, si ça te convient. Oui, ça me convient. Ok. Alors, on fait comme ça. Donc, les services administratifs, on note dans le compte-rendu que la motion proposée, on la mettra à l'ordre du jour du conseil suivant. Alors, on va attaquer avec le PV du dernier conseil. C'était donc celui du 16 décembre 2021. Donc, vous l'avez tous reçu dans les documents. Donc, une petite anecdote au passage, on a bien fait de commencer à dématérialiser les documents pour le conseil. On vous fait des photocopies quand même le soir pour que vous les ayez dans les enveloppes du conseil. Il faut savoir que les fournisseurs d'encre, les photocopieurs, commencent à dire qu'on va bientôt être en pénurie et on commence déjà à avoir quelques petits soucis, nous, sur certaines copieuses de la commune par manque de cartouches. Donc j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Surtout en particulier dans les écoles, parce que ça risque de poser problème. Donc voilà, heureusement qu'on en dématérialise une partie, ça a fait gagner quelques copies, surtout qu'il va y avoir le budget et compagnie. Là, donc, l'approbation du PV du 16 décembre. Donc je n'ai pas reçu de commentaires ou de modifications avant le conseil. Est-ce qu'il y en a en séance? Oui, moi, comme habituellement, je vais m'abstenir parce que je le trouve trop succinct, notamment sur toute la partie concernant le pôle médical et les débats qu'il y a pu y avoir avec Sébastien Lefou. Ok, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Alors, est-ce qu'on peut passer à l'approbation? Donc, y a-t-il des votes défavorables? Donc, des abstentions? Une. Donc, le PV est adopté. Merci. Alors, on va passer à notre deuxième point à l'ordre du jour, qui est le gros morceau, et qui est le rapport d'orientation budgétaire, le ROB. Et c'est Thierry Lemaire qui a la parole. Alors, je vais peut-être vous passer à vos propos, c'est le même texte que les autres années qui rappelle les articles, et pour arriver directement dans les perspectives économiques et les principales mesures de la loi de finances. L'année 2021 a été marquée par le retour de la croissance, après une année perturbée par la pandémie du Covid-19, la levée progressive des restrictions sanitaires à partir du deuxième trimestre 2021 et la progression de la campagne vaccinale ont permis une reprise de l'activité. Ainsi, le PIB a progressé de 3% au troisième trimestre contre 1,3% au deuxième trimestre et est revenu quasiment à son niveau d'avant-crise, moins 0,1% par rapport au quatrième trimestre 2019. Néanmoins, face à la menace de la cinquième vague épidémique, la croissance pourrait être mise en péril. L'indice de climat des affaires de l'INSEE s'est replié de 3 points en décembre 2021, reflétant la baisse du moral des chefs d'entreprise dans un contexte d'incertitude. Pour l'instant, l'économie française semble bien résister, malgré l'émergence du variant Omicron. La croissance est estimée à 0,6% au quatrième trimestre 2021 et devrait ralentir au premier trimestre 2022 à 0,4% avant de repartir au deuxième trimestre 2022. On vous donne un graphique en dessous qui vous explique un peu
les courbes depuis avant le Covid et à aujourd'hui. La croissance de la France dans ce contexte d'incertitude liée au Covid a été de 6,75 en 2021 et devrait atteindre 4,2 en 2022. Sur la fin 2019, l'économie française a commencé à être touchée par la pandémie avec un PIB pour l'année seulement à 1,5%. L'année 2020 a vu l'économie de la France durement touchée avec une baisse du PIB à 7,90%. Les différentes mesures gouvernementales ont permis un redémarrage de l'économie avec un sursaut du PIB sur 2021 à 6,75, ce qui ne rattrape pas encore la chute de 2020. Les prévisions pour 2022 tablent sur une augmentation du PIB à hauteur de 4,10%. Concernant l'inflation, après un épisode de forte baisse de 1,5% en janvier 2020 à 0% en décembre, en raison de la forte baisse du prix du pétrole en 2020, l'inflation a progressivement regagné du terrain pour atteindre 3,4% en décembre 2021. Au total, pour l'année 2021, la progression de l'inflation a été de 2,1%. Cette forte hausse s'explique principalement par l'accélération de la composante énergie, plus 18,6% en décembre 2021, qui après s'être effondrée en 2020 sous l'effet des mesures de confinement, s'est progressivement redressée dans un contexte de reprise économique mondiale. Plus particulièrement, le prix du baril du pétrole est passé de 19 $ en avril 2020 à 81 $ en décembre 2021. Il est bien au-dessus maintenant aujourd'hui. Soit le niveau le plus haut enregistré depuis 3 ans. Dans la période récente, la hausse du prix du gaz et des carburants pour les véhicules a également joué un rôle significatif dans l'accélération de l'inflation. On a par ailleurs observé un rattrapage du prix des services affectés par la pandémie, plus 2,4% dans le secteur de la restauration et de l'hébergement en décembre. Bien qu'il apparaisse difficile d'estimer la durée exacte de l'inflation, son caractère transitoire n'est pour l'instant pas remis en cause. Toutefois, les incertitudes concernant les pénuries de biens manufacturés, ainsi que le risque de nouvelles ruptures d'approvisionnement causées par les mesures introduites face à la menace du variant Omicron, rendent les projections d'inflation très incertaines. Il est prévu à ce stade une baisse progressive de l'inflation de 2,8 au premier trimestre 2022 à 1% d'ici la fin de l'année 2022. Même chose d'un graphique qui explique toutes les composantes de l'inflation, énergie, tabac, alimentation, produits manufacturés et les différents services. Concernant le chômage, avec un taux de chômage à 8% fin 2020, les prévisions de l'INSEE tablent sur un taux de chômage fin 2021 à 7,6%. Ce taux de chômage de 7,6% reste conditionné à l'absence de nouvelles restrictions sanitaires. Cette baisse du taux de chômage risque surtout de n'être qu'une parenthèse selon l'INSEE. Il s'agit d'un rattrapage après la crise vécue en 2020. Un effet ciseau, selon les prévisions, on devrait retrouver un taux de chômage supérieur à 8% dès 2023. Sur le marché du travail, l'onde de choc provoquée par la crise du Covid a été amortie. L'emploi salarié a augmenté de 180 000 personnes au troisième trimestre 2021, après plus 158 000 personnes et 210 000 personnes au premier et deuxième trimestre, dépassant ainsi de 1% son niveau pré-pandémique. Néanmoins, on constate des disparités entre secteurs, notamment l'emploi dans l'industrie qui reste en deçà de son niveau d'avant-crise. Les créations d'emplois combinées à la hausse de la population active ont entraîné un recul du chômage de 8,9 au troisième trimestre 2020 à 7,6 au quatrième trimestre 2021. Le taux de chômage ressort plus bas qu'avant la crise. Même chose de graphique, on vous le montre. Concernant le budget de l'État pour l'année 2022, en 2020, sous le double effet de la baisse d'activité et des interventions publiques massives, le déficit public a atteint 9,2% du PIB, avec une dette publique au premier trimestre 2021 correspondant à 118% du PIB. Pour mémoire, en 2019, la dette publique avant la crise sanitaire était à 98,8%. Le déficit public a diminué en 2021 à hauteur de 8,4% du PIB. Les prévisions 2022 indiquent un déficit à 4,8%. Avant la crise, je vous rappelle, il ne fallait pas qu'on dépasse 3% de déficit. La forte augmentation de la dette publique française n'a pas affecté la viabilité de cette dette en raison d'un niveau des coûts d'emprunt toujours très bas. Avec l'augmentation du taux de l'inflation, est-ce que ces coûts d'emprunt resteront bas? Là est toute la question. Les principales mesures du PLF 2022 concernant les collectivités territoriales. L'enjeu est de limiter l'impact financier de la crise sanitaire sur les collectivités. La loi de finances 2022 doit mettre en exergue le rôle spécifique du
du secteur public sur l'investissement public. Il est un des acteurs majeurs représentant entre 55 et 60% de l'ensemble des investissements. Après 2 années marquées par le financement de la réponse à la crise sanitaire, les finances publiques devraient retourner sur une trajectoire relativement durable à partir de 2022. D'après le projet de loi de finances 2022, le déficit public devrait atteindre 8,4% du PIB en 2021, après 9,1% en 2020, et baisser à 4,8% en 2022. Le budget 2022 restera néanmoins relativement expansionniste en maintenant un niveau de dépenses publiques à 55,6% du PIB, contre 53,8% en 2019. Ainsi, le gouvernement compterait davantage sur la conjoncture économique favorable plutôt que sur des mesures structurelles de réduction des dépenses ou d'augmentation des recettes afin de réduire les déséquilibres des finances publiques. Donc ça reste aléatoire. Dans ce contexte, la viabilité des finances publiques françaises dépend principalement de la consommation des ménages, principal moteur de la croissance économique. À ce stade, 2 risques pourraient remettre en cause le dynamisme de la consommation privée, une inflation durablement plus élevée et un marché de travail moins dynamique qu'attendu qui conduira à un ralentissement des revenus d'activité. Donc vous avez en tableau tout ce que je viens de vous dire, les différents chiffres. Concernant la dotation globale de fonctionnement, donc c'est la collectivité à la touche, heureusement. Après 5 années consécutives de baisse 2014 à 2018, l'enveloppe DGS se maintient. Donc c'est pas fou, hein, puisqu'on est quasiment à l'identique entre 2021 et 2022. Le fonds de compensation de la TVA, le montant du FCTVA 2022 se stabilise après une augmentation en 2021. Pour rappel, depuis 2018, sont pris en compte les dépenses d'entretien des voiries et des bâtiments publics, et à compter de 2021 également les dépenses d'entretien des réseaux. Là, pareil qu'il y a des stabilités entre 2021 et 2022. Dans la loi de finances 2022, les dotations d'investissement allouées aux communes et EPCI devraient s'élever à 2 milliards 100 millions, montant en hausse lié à la décile. Donc ça se décompose comme ça. DETR, 1046 millions, ou 1 milliard 46 millions, vous voulez. Et dotation de soutien à l'investissement, décile, 907 millions. Donc augmentation de 337 millions par rapport à l'année dernière. Et complété donc par les dotations politiques de la ville à 150 millions. La dotation de soutien à l'investissement des départements décile est quant à elle renouvelée au même niveau que l'année passée, c'est-à-dire 212 millions. Le devenir de la fiscalité locale. La suppression de la taxe d'habitation votée dans le cadre de la loi de finances 2018 se poursuit. Pour rappel, de 2018 à 2020, il y a eu un dégrèvement pour 80% des foyers fiscaux à raison d'un tiers du montant dû en 2018, un tiers du montant dû en 2019 et dégrèvement total en 2020. Le début de l'exonération pour les contribuables encore assujettis a démarré en 2021, à hauteur de 30% du montant total, 65% en 2022 et exonération totale en 2023. Ne sont concernés que les résidences principales, la taxe d'habitation est maintenue pour les résidences secondaires et les locaux vacants. Donc on va passer maintenant à la situation financière de la commune de Saint-Patus. Portant un regard sur l'évolution de la structure budgétaire de Saint-Patus depuis 2016, cette rétrospective s'appuie sur des données comparées provenant de la Direction générale des collectivités locales et de nos comptes administratifs. Il est rappelé que le tableau qui suit présente les grands équilibres financiers et vise à constater l'évolution des principaux indicateurs de l'analyse financière, traduisant la santé financière de la collectivité, les 3 épargnes et l'endettement. Donc on vous a mis en dessous les définitions de l'épargne de gestion, donc la différence entre les dépenses et les recettes de gestion courante. L'épargne brute, c'est l'épargne de gestion moins les charges et recettes financières. Le taux d'épargne brute, c'est le ratio épargne brute recettes réelles de fonctionnement exprimé en pourcentage. Il traduit la part des recettes courantes qu'une collectivité est en mesure d'épargner chaque année sur son cycle de fonctionnement en vue de financer sa section d'investissement. L'épargne nette, c'est le disponible appelé aussi autofinancement net. C'est l'épargne brute, moins le remboursement du capital de la dette, c'est ce qui reste pour financer les investissements directs. Et l'endettement, il s'agit de la dette restant due au 31 décembre de l'année. La dette au 31 décembre 2021 s'élevait à 7 808 898. Vous avez donc derrière un tableau d'analyse sur les différents postes.
on s'aperçoit que les recettes de fonctionnement n'évoluent pas, elles se sont quasi stabilisées entre 2020 et 2021. Donc il a bien fallu faire pareil à notre niveau, au niveau des dépenses de fonctionnement, donc on les a légèrement baissées pour dégager une épargne de gestion à 449 547. Les intérêts, donc au gré des renégociations qu'on a effectuées ces dernières années, donc sont passés au plus haut à 260 000 en 2016 pour descendre à 180 940 en 2021. Dotation aux amortissements, et pareil, il y a eu un peu de ménage de fait au niveau de nos biens pour ressortir un amortissement à 380 513. Donc ça nous donne un résultat exceptionnel à 95 000 et une épargne brute à moins 16 451. Donc il faut regarder en regard avec les 2 années précédentes qui étaient également négatives, mais chaque année on réintègre donc le déficit de l'année d'avant, donc ce qui veut dire qu'on a rattrapé près de 300 000 euros sur cette année. Donc remboursement courant du capital à 362, donc là c'est en lien avec les renégociations, hein. Le capital diminue également en termes de remboursement. Et l'épargne disponible donc à moins 379 000, donc en divisé également par 2 par rapport à l'année dernière. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 776 695 euros. Recettes réelles d'investissement 360 450 euros, donc un besoin de financement à moins 848 209 euros. Donc le résultat globalisé de l'exercice sort en positif à 91 892 euros. Donc les orientations que nous retenons découlent de cet exercice mouvant et des choix objectifs politiques de la municipalité, c'est-à-dire continuer à maîtriser les dépenses de fonctionnement en maintenant un niveau de qualité de service rendu aux habitants, hausse modérée des tarifs municipaux, maintien d'investissement pour le développement de la commune et hausse modérée des taux d'imposition. Donc là, c'est maintenant le tableau suivant, c'est l'analyse financière rétrospective des années 2016 à 2021, présentation globale de l'exercice 2021. On ressort donc en section de fonctionnement des dépenses à 6 293 361 avec des recettes à 6 255 566,30. Section d'investissement 831 607,93 en dépenses pour 824 109,70 en recettes. Vous aviez un report de l'exercice précédent en fonctionnement 129 687,81 et en investissement 78 601,22. Total 7 124 969,69 en dépenses pour des recettes à 7 287 965 en recettes. Nous avons des restes à réaliser à reporter sur 2022 en dépenses d'investissement 37 491,02 et en recettes d'investissement à 120 000. Donc tout ça consolidé donne un montant de dépenses 7 162 460,71 pour des recettes à 7 407 965,03. Bilan de la section de fonctionnement. Évolution des recettes de 2016 à 2021 avec une projection pour 2022. Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population, services périscolaires, location, également aux impôts locaux, aux dotations versées par l'État, aux redevances d'occupation du domaine public, etc. etc. Donc on s'aperçoit, comme je disais précédemment, que 2020-2021, ça s'est quasi stabilisé. Et on prévoit une augmentation des recettes à 6 380 478. Donc tous les chiffres du 2022 sont des estimations qui sont donc ajustées lors du budget. J'attire juste votre attention sur le chiffre de 2017, qui était à 7,2 millions, comparé aux 6,2 millions de l'année dernière. Donc vous voyez qu'en 5 ans, on a perdu quasiment 1 million de recettes. Chapitre 70, donc les produits et services du domaine des ventes diverses. Donc là, 2020 est un peu à prendre entre parenthèses, puisque c'est l'année, le démarrage de la crise du Covid, donc avec des recettes évidemment bien moins importantes, à 410 000. Et cette année, on a clôturé à 494 000, on prévoit pour 2022 538 250 euros. Au niveau des impôts et taxes, donc quasi stable, enfin 50 000 euros entre 2020 et 2021,
Et le delta que vous voyez donc, sur 2022, c'est en lien à la hausse de la taxe foncière. Allocation compensatrice, donc ça c'est une somme qui vient de nous être versée par les services de l'État, 12 496. Attribution de compensation, c'est de la CCPMF, donc ça ne bouge pas. Dotation de solidarité, bah ça c'est plus qu'un vague souvenir. Le fonds de solidarité Région Île-de-France, donc lui sera maintenu à peu près à la hauteur de l'an dernier. Fonds de péréquation, bah pareil, c'est terminé. Taxe sur l'électricité, bah c'est grosso modo c'est à peu près stable, on a à peu près toujours les mêmes niveaux. Et la taxe additionnelle, c'est une prévision, mais qui devrait correspondre, on ne devrait pas être loin de ce montant-là sur 2022. Chapitre 74. Dotation de participation exprimée en euros. Donc la dotation forfaitaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la DGF, donc qui chutait depuis 2016. Un léger sursaut en 2021, plus 4 000 euros, donc c'est pas non plus de la folie. Et sur 2022, pour l'instant, on n'a mis que des prévisions, puisqu'on n'a pas encore les chiffres définitifs, mais on l'a fait à minima, donc à l'identique de 2021. Alors à noter que le recensement est important pour cette dotation forfaitaire, parce que c'est là-dedans qu'on en verra l'importance. Le recensement qui est en train de se terminer, là, qu'on a fait cette année, était prévu normalement en 2021. Donc on aurait dû avoir en 2022 le début des recettes, puisqu'il n'applique pas la hausse en une seule fois, c'est ça, hein, c'est appliqué sur les 3 prochaines années. Donc on aurait dû avoir des recettes par rapport à l'augmentation ou pas de population qui va être constatée sur 2022, 2023, 2024, et on l'aura sur 2023, 2024, 2025. Donc vous voyez, on perd encore un petit peu, au lieu de perdre 4 ans, enfin 3 ans, on va en perdre 4 à cause du Covid l'année dernière et du fait qu'on n'a pas pu faire le recensement sur l'année qui était prévue. Donc après vous avez sur les dépenses réelles de fonctionnement, donc en détail, quasi stable entre 2020 et 2021, et on prévoit une légère baisse sur 2022. Les charges de caractère général, c'est le chapitre 11, le chapitre sur lequel on a c'est pas le plus de possibilités parce que c'est quand même relativement restreint, mais c'est là-dessus qu'on peut un peu jouer, où on prévoit une légère baisse par rapport à 2021. Chapitre 12, charges du personnel, donc il y aura une augmentation donc à affiner également. Subventions versées par la collectivité, donc aux associations, donc on retrouvera un montant conforme à 2020, si tant est que les associations respectent le règlement mis en place par rapport notamment aux cartes d'accès. Sur les écoles, on prévoit 38 000 au lieu de 26 000. Le CCAS, on sera quasiment stable, donc pour un total qui passerait de 130 000 à 157 000 euros sur 2022. Chapitre 66, donc, qui correspond aux intérêts des emprunts. Donc prévision sur 2022, donc une baisse également par rapport à 2021, donc qui est la continuité de nos négociations d'emprunt. Au niveau de la section d'investissement, le FCTEVA 2022 est prévu à 80 000 euros. Donc là également on va l'affiner, mais on ne sera pas loin de ce chiffre-là. La taxe d'aménagement, la prévision de la taxe d'aménagement est difficile à appréhender, non pas par son calcul, mais surtout par les dates de recouvrement non portées à la connaissance de la collectivité, bien que le fait générateur soit la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Donc le parti pris qui a été fait pour 2022, par rapport au montant qu'on nous a communiqué, on a baissé de 20%. Au niveau des emprunts, la commune négocie avec la Caisse d'épargne pour un accompagnement avec un portage foncier dans l'attente du versement des recettes à venir, donc notamment le rémunéré et les subventions liées au terrain synthétique. Les dépenses d'investissement, dépenses réelles d'investissement, donc on prévoit sur 2022 1 364 017 euros d'investissement majeur, plus quelques petits investissements, donc comme chaque année sur les investissements donc de la commune.
En fonction du contexte financier décrit et des moyens budgétaires qui en découleront, l'enveloppe budgétaire consacrée aux travaux d'investissement pour 2022 est évaluée à environ 1 360 000 €. Structure et gestion de la dette. La commune poursuit son objectif de désendettement tout en essayant de continuer à entretenir son patrimoine et à répondre aux besoins de la population en matière de services et d'équipements publics. La dette de la collectivité se compose comme suit. Donc la première colonne, vous avez l'unité globale donc, qui englobe intérêt et capital, et vous avez donc le distinguo entre les intérêts et le capital. Donc pour 2022, qui est l'année qui va nous intéresser, on sera à 162 000 € d'intérêt et 833 000 € de capital. Alors, petite précision, pourquoi il y a 833 000 par rapport à 2023 où on sera à 400, c'est parce qu'on a remboursé, comme c'était prévu, le réméré en tout début d'année. Ça, on peut dire, c'est pour ça qu'on parlait de portage foncier tout à l'heure, c'est qu'on prolonge la ligne de portage foncier, puisque un portage c'est sur 3 ans. On prolonge puisque le réméré, donc on parle du château avec l'option de rachat par son propriétaire, il n'a pas la possibilité de le faire pendant les 2 premières années, et au bout de la 3e année, il a 3 ans pour le faire. Donc en fait, ça nous mène à 5 ans. Et sur ces 5 ans, il peut le rembourser quand il le veut à partir de la 3e année. Donc là, on est dans la 3e année, et on n'a pas alors, il nous a dit que ça se ferait dans cette année, mais on n'a pas de visibilité sérieuse et pas d'engagement pris. Puis, de toute façon, tant que l'argent n'est pas arrivé, on n'est pas sûr qu'il puisse soit le racheter, soit qu'il ait la volonté d'eux. Donc c'est pour ça qu'on a prolongé le portage foncier, en fait. Voilà. Donc, la dette de trésorerie. Pas manquer de trésorerie. La dette est constituée de 9 emprunts, donc il y a un à taux variable, 7 à taux fixe et un emprunt in fine, donc on vient de dire qu'on a remboursé là début janvier. Donc la dette en capital, donc de manière chiffrée, vous l'avez dans le tableau suivant. Donc 7 808 898, oui, entre le 31 décembre 2021 et le 1er janvier 2022, il ne s'est pas passé grand-chose, puisqu'ils ont le même montant. Et après, donc, on enclenche une descente, une diminution donc, de la dette, passant à 7 607 en 2023 et 6 774 en 2024, et ainsi de suite. Donc ce qui vous fait la même dette, donc faites calculée par rapport aux habitants, on enregistrera donc la même baisse de dette par habitant, sachant qu'elle sera sans doute accentuée cette baisse, puisque c'est calculé sur la population actuelle du dernier recensement, pardon. Ouais, c'est ce que j'allais dire, les ratios sont à prendre avec des pincettes, puisque là c'est calculé sur la population que l'on connaît d'il y a 4 ans maintenant, alors qu'on sait qu'elle est différente aujourd'hui. Donc forcément, s'il y a plus de population, le ratio est moindre. C'est la logique mathématique. Donc vous avez après dans le tableau suivant l'endettement pluriannuel jusqu'en 2028, donc qui continue d'enregistrer cette baisse. Donc illustré sur le tableau suivant, sur le diagramme suivant, pardon. Alors l'explication là sur la tour Montparnasse qui s'élève en haut, c'est lié aux renégociations qu'on a fait de près, puisque ça vient s'intégrer dans le capital. C'est un jeu d'écriture, hein, c'est pas un montant qu'on rembourse, mais c'est un jeu d'écriture, ça vient se réintégrer dans le capital l'année où on fait cette opération de renégociation, pour rechuter brutalement donc l'année suivante. Donc un autre graphique donc, qui vous image donc, le capital restendu à la diminution d'année en année. En conclusion sur la situation financière de la commune, nous ne reviendrons pas sur les diminutions constantes des recettes de fonctionnement au travers de la DGF, du FPIC, de la disparition totale de la dotation de solidarité communautaire. Toutefois, nous constatons que grâce aux efforts renouvelés de tous, la collectivité a réussi à clôturer 2021 avec un excellent fonctionnement ainsi qu'un excellent investissement. La rigueur de gestion doit rester le maître mot afin de maîtriser en permanence l'évolution de la section de fonctionnement qui détermine les marges de manœuvre de la collectivité. Nous devons nous adapter sans cesse au contexte et tenter de mettre en œuvre la politique d'investissement permettant de continuer à développer la ville. Ensuite, les orientations budgétaires de l'exercice 2020.
Oui. Non, parce que ça se parlé en 2020. Il n'avait pas fini sa phrase. Il n'avait pas fini sa phrase. Depuis plusieurs années, la France en général et l'ensemble des collectivités en particulier restent dans un contexte économique incertain. C'est pourquoi, comme tous les ans, nos recettes seront estimées avec beaucoup de prudence. Donc, concernant les produits de service, on part sur des recettes à 358 250 €. En impôts et taxes, on part sur 4 490 191. Les dotations, subventions et participations, donc avec une légère baisse. Pour le produit de gestion courante, quasi stable. Produits financiers, 5 €. Et pour produits exceptionnels, les produits exceptionnels sont difficilement évaluables, mais on peut voir 35 500 € sur cette ligne-là, donc avec une légère augmentation de recettes, puisqu'on passerait de 6 200 000 à 6 388 000. Les impôts et taxes représentant la grosse partie de nos recettes dans le graphique suivant. Les produits de services et tarification. Il s'agit des redevances d'occupation du domaine public, des loyers perçus dans le cadre de baux existants, mais également de la facturation de certains services proposés aux Batusiens, notamment la cantine et les centres de loisirs. L'ensemble des inscriptions de crédit au titre de cet exercice était estimé en fonction de notre prévision de réalisation pour 2021. Afin de mesurer pleinement la contribution de notre collectivité aux efforts nationaux de réduction ou de maîtrise des finances publiques, il est indiqué ci-après l'évolution des dotations perçues depuis 2015. Qui est en fait 2016. Oui. Donc vous voyez, sur les recettes réelles de fonctionnement, comme le soulignait M. le maire tout à l'heure, 2017 était une belle année puisqu'il y avait 7 251 000 € de recettes et on a perdu 1 million en l'espace de 4 ans. Les produits des services, donc légère augmentation sur 2022. Une petite remarque, 1 million si c'était sur 200 millions, ça ne ferait pas beaucoup. Sur 7 millions, ça fait quasiment, un quart. 15%. C'est considérable. Le chapitre 73, donc, lui s'élève à 2 millions, s'est élevé à 2 807 000, on va passer à 3 057 000, donc avec une augmentation sur les impôts. Donc parlons-en de la fiscalité. En ce qui concerne la fiscalité directe locale, la commune dispose du seul pouvoir du taux. Le budget 2022 sera construit en faisant évoluer les taux, enfin le taux. Pour rappel, nous faisons partie des rares communes à ne pas avoir fait évoluer ces taux depuis 2008 et des communes encore plus rares à les avoir diminués durant cette période. Les taux de 2022 seront, pour la taxe foncière, elle passera de 40,43% à 46,43%. Et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, elle restera inchangée. Donc les bases nettes d'imposition. Donc on va parler de quelque chose qui n'est plus, malheureusement, la taxe d'habitation. On remarquait que la base était dynamique, puisque chaque année, cette base augmentait. Donc sans augmentation du taux d'imposition, mathématiquement, donc ça faisait des recettes supplémentaires, chose qu'on n'aura plus, puisque la taxe, elle, a définitivement disparu, et la compensation, elle, est basée sur le taux figé de 2017. Alors c'est là que bas blesse, parce que si vous regardez, on a mis 2018, mais ça veut dire que 2017, on était à un taux basé sur 6,2 millions, donc probablement un petit peu en dessous, alors qu'en 2020, on était à 6,5 millions. Et donc la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a fait les calculs. Le fait que ce soit une dotation et plus un impôt qui ne soit plus dynamique, qui soit figé dans le temps, on a, j'ai pas peur de dire les mots, un mensonge de la part de l'État qui nous a dit qu'on serait compensé à l'euro près, ce qui est faux. C'est-à-dire qu'on nous a enlevé une recette que nous maîtrisions à la hausse ou à la baisse par le vote du taux chaque année, et donc qui pouvait être dynamique, par une dotation qui est figée dans le temps et qui n'évoluera jamais, quelle que soit la situation. Donc c'est pour ça que le seul volant que nous avons aujourd'hui, c'est la taxe foncière, et que c'est sur celui-là que nous ne ferons de prélèvement que le rattrapage, de façon à ne pas perdre entre le différentiel taxe d'habitation, taxe foncière comme il y avait avant, et taxe foncière, dotation de l'État comme il y a aujourd'hui. On a fait le calcul, ça s'élève aux alentours de 220 000 €
le delta. Donc il faut retrouver ces 220 000 euros là ou réduire les services de 220 000 euros. Mathématiquement, il n'y a pas de solution. Évolution des dépenses de fonctionnement. Depuis le vote de la loi de programmation des finances publiques, toutes les communes de plus de 3500 habitants doivent mentionner leur objectif d'évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement. Le champ de cette obligation porte sur les budgets principaux et les budgets annexes. Ainsi se trouvent dans le tableau ci-après les éléments correspondants. Donc on vous détaille donc les charges à caractère général, les charges de personnel, les atténuations de produits, les immobilisations, les autres charges de gestion courante, les charges financières et les charges exceptionnelles, exceptionnelles, non connues à ce jour. Concernant le budget d'investissement, en chapitre 20, il est prévu 180 000 euros, qui correspond donc au changement de logiciel de la comptabilité, du RH et pour l'enfance. Chapitre 21. 1 150 572, donc c'est dans ce chapitre-là que se trouve le terrain synthétique. Chapitre 23, une obligation en cours à 31 445. Chapitre 27, créance garantie d'emprunt, c'est notre ami en S pour la mémoire. Chapitre 16, emprunt, 1 268 124, donc là il y a une petite erreur, donc ça on corrigera, parce qu'il y a un montant qui a été inscrit 2 fois. Donc ça, on le corrigera. Donc reste à réaliser 37 491. Donc vous avez le graphique derrière, donc qui vous explique les ventilations des différents investissements. Concernant les recettes, donc on a au chapitre 24, session d'immobilisation, donc vente de terrain à 600 000 euros. Chapitre 10, on y retrouve essentiellement donc, le FCTVA à 80 000 euros et la TAM, taxe d'aménagement, à 142 987 euros. Subvention d'investissement chiffrée à 245 000 euros. Emprunt, donc portage foncier, à 500 000 euros. Créance garantie d'emprunt 62 218. Chapitre 40, immobilisation à 400 000. Reste à réaliser 120 000. Équilibre de la section, donc garant de section à 570 000, donc pour une estimation d'investissement à 2 720 747. Et la série vous explique, les 245 000, en fait, c'est la subvention régionale du terrain synthétique, plus le PUP attendu cette année. Le petit renvers qui va bien. Prospective budgétaire 2022 à 2026. Les hypothèses et les paramètres retenus. Comme précisé dans le rapport d'orientation budgétaire de 2021, nous avons élaboré une prospective budgétaire 2022 à 2026 assortie d'un programme pluriannuel d'investissement prévisionnel afin de définir notre politique financière et les orientations qui doivent la guider. Ce schéma vise donc à mesurer la capacité de la ville à mener à bien ses projets. La viabilité du scénario prospectif envisagé repose sur 3 exigences incontournables. Un taux d'épargne brute suffisant, l'obtention des subventions demandées et le développement de la zone d'activité. Les principaux projets d'investissement 2022-2026 restent les mêmes, à savoir la réalisation d'un terrain de football synthétique, la construction d'un ALSH maternel et agrandissement de la ALSH actuelle, remplacement des outils, donc comptabilité RH scolaire, rénovation et réaménagement du complexe sportif René du Vinage, et construction d'un second gymnase. Ce que nous disions en 2021 reste plus que jamais vrai. Le financement se fera grâce à notre gestion responsable, à la taxe d'aménagement à venir sur la zone d'activité, ainsi que des revenus fonciers qui en découleront et des diverses subventions attendues. Concernant l'aménagement de la zone d'activité et le versement des subventions, il est évident que si l'État, la région et tous les autres pourvoyeurs de dotations possibles devenaient défaillants, la collectivité, elle, tiendrait ses promesses, mais les investissements s'en trouveront forcément décalés dans le temps. Alors, merci Thierry pour cette présentation. Je remercie aussi aux services qui t'ont été accompagnés. Je sais que le service comptabilité a excessivement travaillé, donc Madame Rollin, merci et vous féliciterez aussi vos acolytes, Christophe et Kevin,
qui ont aidé à ce travail assez important. Voilà, le débat est ouvert, parce que c'est un débat, donc voilà les orientations que la majorité vous propose. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui, bien sûr. Non, il y a des choses qui m'interpellent. Au dernier conseil, au mois de décembre, vous avez fait remonter une analyse des impôts qui montrait que Saint-Pathu était dans la même strate que la plupart des communes avoisinantes. Et là, à ce conseil, vous nous expliquez que la situation de Saint-Pathu n'est pas aussi belle que vous l'aviez décrite il y a 2 mois, et que nous allions procéder à une augmentation des impôts que vous appelez modérée, que j'appelle conséquente, parce que ça représente quand même une augmentation de la taxe foncière de l'ordre de 10%. C'est pas rien pour des familles aujourd'hui qui sont pénalisées et qui ont vécu la période du Covid, du chômage partiel, et qui subissent aujourd'hui une inflation qui est importante. Par ailleurs, au début de la mandature, vous avez augmenté de manière très importante les tarifs scolaires et périscolaires, notamment le goûter, qui pèse énormément sur de nombreuses familles. Enfin, le goûter de la garderie du soir sans goûter, qui pèse énormément sur de nombreuses familles. Et ça serait bien également de revoir ces tarifs scolaires et périscolaires, je veux dire, parce que il faut aussi avoir une politique familiale, et aujourd'hui, la politique familiale de la commune, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et donc ça, je trouve ça bien dommage. Ensuite, c'est bien dommage, je voulais parler du fait qu'aujourd'hui c'était dématérialisé, manque de chance. J'ai pas pris le bon document, donc j'ai pas le ROB sous les yeux. Mais sur la partie des dépenses de fonctionnement, la première partie, le bloc le plus élevé sur les dépenses générales, vous prévoyez une baisse de ces dépenses qui étaient à la base, alors dans mes souvenirs, à 1,7 million. Aujourd'hui, vous prévoyez pour l'année prochaine 1,5 million, c'est quand même 200 000 euros d'économie. Comment vous comptez les faire? À quel poste vous comptez les faire? Parce que c'est pas anodin non plus, 200 000 euros. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous augmentez les impôts pour pouvoir avoir 200 000 euros supplémentaires. Ensuite, on voit bien que vous recherchez un peu d'argent un peu partout. On l'a vu notamment concernant le PLU et des constructions qui vont dans tous les sens dans la commune, puisque dans le PLU, vous êtes même prêt à accepter, puisque vous l'avez voté, la création d'une IFDI à Saint-Pathu, certainement moyennant finance. Donc tout le développement de Saint-Pathu et ce que vous en faites aujourd'hui, ça va à l'encontre je pense, de la plupart de vos valeurs à vous, conseillers municipaux, c'est-à-dire le bien vivre des Pathusiens et la politique aussi en faveur de la famille et de ses habitants. Donc votre robe, comme tous les ans, depuis je ne sais pas combien d'années, le seul élément d'investissement qu'on a, c'est le terrain de foot synthétique. Peut-être que l'année prochaine, on l'aura encore, vu que ça fait au moins 2 ou 3 ans, 4 ans, que nous l'avons à chaque fois. Et après, aucun détail sur les investissements que vous comptez réaliser. En dehors du terrain de foot synthétique, quels sont les investissements que vous prévoyez de réaliser au cours de l'année prochaine? Je vous ai écouté, on l'a dit. C'est pas après, là, le débat d'orientation budgétaire, c'est une présentation des objectifs, la plupart du temps non chiffrés, puisque ce sont les orientations. C'est pas un débat question-réponse. Donc vous avez le droit de faire des commentaires sur ce que l'on prévoit, et vous avez aussi le droit et le devoir de présenter les options que vous feriez. Voilà. Après, sur le reste, je sais que vous campez sur vos positions, nous campons sur les nôtres, et voilà. Pour compléter ce que vous avez dit, pour vous rafraîchir la mémoire, je crois me souvenir, M. Bonneton de la DGFIP, lorsqu'il a parlé de la commune, a précisé que en termes de gestion, il n'y avait rien à redire sur notre mode de gestion. En revanche, il a souligné que par rapport à la strate dont vous avez parlé, donc au niveau département, on était très en deçà du taux d'imposition. On était à 6%, enfin 6 points en dessous
de la moyenne du département. C'est ce qu'il a dit. Or, les revenus fiscaux, c'est pratiquement 70% des recettes de la commune. Hein. Donc forcément, on s'handicape des capacités à la fois de dépenses pour des dépenses à caractère général et à la fois des capacités d'investissement si on ne le fait pas. Donc il ne faut pas transformer et truster des choses toujours à votre avantage. Un taux à 46,5%, c'est pas un taux dans la moyenne communale, mais dans la moyenne régionale. Je ne vous ai pas coupé la parole, laissez-moi finir mon propos et vous pourrez donner votre avis. Les chiffres qu'on vous a donnés l'autre fois sur la présentation, ce sont des chiffres qui sont non négociables et non attaquables. Ce sont les chiffres de la DGFiP. Vous pouvez les trouver, vous pouvez écrire à la trésorière, elle vous les transmettra sans aucun souci. Donc c'est pas ni pour se dédouaner ni pour quoi que ce soit. C'est simplement pour dire voilà la situation réelle aujourd'hui. Et on peut toujours être dans le monde des bisounours et vouloir faire bien pour tout le monde et de façon fantastique, seulement la réalité de la gestion, elle est pas là. Et je vais vous terminer mon propos en disant que ça fait 14 ans, c'est le 14e budget qu'on présente, c'est le 14e budget qui a toujours été, tous nos budgets ont toujours été appliqués et sans surprise par rapport à ce qu'on avait fait, parce qu'on minore nos recettes au départ, donc c'est très difficile de sortir à l'équilibre le budget quand on vote le budget, et puis c'est un peu plus facile dans l'année parce que les techniques, comme vous disait Thierry tout à l'heure, sur les recettes qu'on connaît mais qui sont variables, le fait de s'appliquer une auto-baisse au moment de ne pas prévoir, de pas prévoir des recettes qui sont pharaoniques sans qu'elles arrivent, effectivement, c'est difficile à concevoir. Mais ça nous permet toujours de boucler nos budgets, et les boucler malgré tous les déboires que l'on a connus et toutes les baisses que l'on a, comme on vous a expliqué et qu'on vous a démontré, chiffres à l'appui, qui sont une fois de plus encore les chiffres fournis par l'État, donc pas des chiffres que nous inventons ou que nous manipulons. Voilà. Donc après, vous avez tout à fait le droit, et c'est votre rôle dans l'opposition de ne pas être d'accord avec ce que l'on fait aujourd'hui. Maintenant, les collectivités comme la nôtre sont très regardées, sachez-le, et vous le savez très bien de toute façon, par la Chambre régionale des comptes, et que si notre gestion était calamiteuse et hasardeuse, on ne nous aurait pas laissé 14 budgets les mains libres, on serait venu toquer à notre porte en nous disant monsieur, votre gestion ça va pas, il faudrait vraiment vous reprendre, il faudrait faire comme ci, comme ça. Voilà. Donc commencez à écouter les gens qui nous contrôlent et qui nous dirigent et qu'on applique les recettes qu'ils nous donnent. Alors c'est sûr que c'est pas toujours facile, pas toujours évident, ça ne nous permet pas toujours de faire tout ce qu'on aurait voulu faire. Mais entre la réalité et le rêve, la réalité souvent vous rattrape, et donc on est obligé de gérer en bon père de famille, comme on l'a toujours dit, comme on l'a toujours fait, sur un certain nombre de choses. Et de temps en temps, quand vous n'augmentez pas les impôts pendant 14 budgets, il arrive un moment où il faut forcément faire un petit rattrapage. Je vais faire le même parallèle avec, par exemple, les recettes périscolaires dont vous parliez tout à l'heure, qui subissent l'inflation tous les ans. Il vaut mieux augmenter un tout petit peu tous les ans pour rester collé à la réalité du terrain, que de rien augmenter pendant des années et avoir un jour 10, 15, 20, 30 ou peut-être même 46% de rattrapage, comme des communes que je ne citerai pas, qui ne sont pas très loin de chez nous. Voilà. Donc ça s'appelle de la bonne gestion. Je conçois que ce ne soit pas votre position et votre façon de faire, mais en tout cas c'est la nôtre. Et puis je voudrais juste rétablir une vérité, quand vous parlez d'un taux exorbitant à 46%, je vous rappelle que dans ce taux-là figurent les 18% de la région. Donc il faut comparer ce qui est comparable, donc il faut rajouter les 18% du département, pardon. Il faut rajouter les 18% du département à toutes les collectivités. Oui, en fait, notre taux était à 23 et il passe à 29. Donc comme il y a eu la réforme de la taxe d'habitation et qu'un des modes de compensation, c'était de nous renvoyer les 18% du département, effectivement, ce taux-là a grimpé à 48. Mais on avait eu la même chose avec une réforme il y a quelques temps où on avait récupéré 7%, c'était sur la taxe d'habitation, me semble-t-il. À une époque, il y avait eu une réforme avec une bascule de recettes qui était passée comme ça il y a quelques années, au début de la deuxième mandature, il me semble. Voilà, donc artificiellement, le taux monte, mais il monte parce qu'il y a des réformes qui se font et qui sont là, alors là, totalement indépendantes de notre volonté. Allez-y, vous avez la parole. C'est un des taux les plus élevés. Vous avez qu'à demander à la plupart des habitants de Saint-Patu s'ils sont contents de payer une taxe, des taxes foncières aussi élevées pour les services. Ne dites pas de bêtises. Ne dites pas de bêtises, c'est la plus faible. Vous pouvez ne pas m'interrompre, s'il vous plaît. Je fais comme vous, vous voyez, c'est des affaires. Vous voyez. Et du coup, je veux dire, et en plus d'avoir une commune, vous prenez par exemple toutes les communes aux alentours.
Ils ont par exemple des câbles, les câbles électriques, ils sont enterrés, nous ils sont apparents. Notre commune n'est pas très jolie, elle n'est pas fleurie. Les structures, vous allez au stade, il faut voir dans quel état il est le stade. Vous allez aux écoles, elles sont surchargées de monde parce que vous faites venir énormément de monde, mais vous n'avez pas prévu les investissements qui vont avec. C'est certes, on a un beau pôle culturel. Je ne peux pas vous couper la parole, mais quand vous dites des mensonges, certes, on a un beau pôle culturel. Non, mais vous êtes en train de... il est tout le temps Non, mais fermé. est-ce que vous vous rendez compte de votre bêtise? Vous êtes en train de nous dire là que les enfants sont surchargés dans les écoles et vous nous posez une question 3 pages derrière sur une fermeture de classe à la rentrée. Alors vous vouliez dépenser 3 millions dans la création d'une école. Atterrissez, mademoiselle, atterrissez. S'il vous plaît, atterrissez. Je vous rappelle. Pardon. Allez-y. Je vous rappelle qu'à la rentrée scolaire, il y a eu une nouvelle classe qui s'est ouverte, qu'il a fallu la mettre de toute urgence à Vivaldi et qu'elle n'a pas été forcément... Pas du tout, c'est faux encore. Mais c'est pas grave, comme d'habitude. Excusez-moi, vous pouvez nous donner un exemple de commune où il y a des fleurs partout, des caves enterrées, etc. Ben, je peux vous donner l'exemple de Boisserie. Il y a une belle entrée. Bravo, à Boisserie, il n'y a même pas de gymnase. Le gymnase, il y a à Boisserie, il est payé au budget par les Batusiens. Donc atterrissez. Encore une fois, atterrissez. C'est pas son bénévolat. Extraordinaire. Au cinéma, rien que ce week-end. On vous voit jamais aux manifestations, mademoiselle Moine. Jamais on vous voit. Jamais. Non plus, on ne voit pas, tiens. Soyez pas de mauvaise foi, il y a des vrais arguments. Non mais on pourrait, sans mentir, on pourrait vous entendre et on pourrait dialoguer avec vous. Ayez des vrais arguments qui soient des vrais arguments. Arrêtez systématiquement d'être dans le mensonge permanent. Enfin, vous dites des choses qui sont énormissimes, quoi. Atterrissez, bon sang. Renseignez-vous, regardez, travaillez vos dossiers. Au lieu d'insulter, vous allez à Boisserie. Simplement, vous allez vous balader avec votre belle voiture là, qui est payée par la mairie. Vous verrez. Excusez-moi, mais arrêtez d'être insultante, madame. Vous verrez des beaux pots de fleurs tout l'été. Vous verrez une belle entrée de ville. Vous verrez un cimetière qui est nickel. Vous verrez que tous les câbles électriques qui sont enterrés. Et aucune structure pour les Et habitants. vous verrez Il n'y a rien pour les habitants. illustrations qui sont déçues de ne pas avoir d'association pour faire leurs activités qui viennent à Ils sont obligés de s'inscrire à Sympathie sur les activités financées par les habitants. La honte. Alors, franchement, si le débat est à ce niveau-là, madame, si le débat est à ce niveau-là, on va l'arrêter. Ah ouais, c'est catastrophique. Thierry, Kylian. Oui, Madame Moine, bon, c'est bien de donner son point de vue, de ne pas être d'accord sur des orientations données par la majorité. Tout ça, c'est entendable, mais vous pouvez quand même vous poser la question, cela fait 3 mandats successifs que cette majorité existe. Si elle existe, c'est parce qu'il y a bien des raisons. Parce que les gens ne votent pas pour les personnes qui n'ont pas fait le job, qui n'ont pas fait le boulot. Donc ça, c'est déjà un indicateur. Bon, cela dit, la collectivité, vous voyez bien qu'elle a avancé. Moi, j'ai encore reçu une personne cette semaine, qui m'a dit, Sympathus, ça avance beaucoup et bien. Voilà, bon, on peut ne pas être d'accord avec ce qui est dit par la majorité municipale, mais rester au moins réaliste. Et je pense que si on est encore réaliste, on ne peut pas comparer l'évolution de notre collectivité par rapport à notre voisin Boisserie, que nous aimons bien. Nous souhaiterons bien un jour, bien sûr, pour que ce soit une même collectivité, ce qui serait très souhaitable et peut-être que j'apporterai bien plus de bien-être aux habitants de cette collectivité qui aujourd'hui sont obligés de se rabattre sur nos équipements pour pouvoir faire ne serait-ce que du sport. Voilà, moi je pense qu'il faut que le débat soit dépassionné, que nous soyons réalistes, que chacun donne son point de vue, c'est tout à fait normal. Monsieur le maire, je l'ai dit, il vous écoute, mais seulement, il faut qu'on reste réaliste et surtout ne pas être grossier entre nous, rester respectueux entre les uns et les autres. Merci, monsieur le maire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Donc, alors, je vous propose qu'on fasse comme d'habitude. Si tu me permets, moi je voudrais juste revenir sur une remarque au niveau de l'urbanisme de la commune et sur le PLU. J'aimerais quand même rappeler à Nathalie que la densification de la commune n'est pas un acte, n'est pas un autre acte à nous, c'est pas nous qui décidons de la densification de la commune. Les habitants décident d'eux-mêmes de la densification de la commune. La plupart aujourd'hui des constructions qui ont lieu sur cette commune, ce sont des divisions de terrain. On n'a pas la possibilité d'empêcher les divisions de terrain.
Nous avons un plan local d'urbanisme, effectivement, que nous avons voté en septembre, qui essaye de mettre un petit peu de règles dans cette densification de la commune. Je rappelle quand même que c'est la loi ALUR qui oblige aujourd'hui, qui nous oblige et qui nous fait voler en éclats notre PLU, qui a fait voler le POS, qui était le plan d'occupation des sols, le COS, tout ça au profit de cette loi ALUR qui a été votée sous François Hollande avec Madame Duflot, pour obliger les communes à se densifier de l'intérieur pour éviter qu'elles ne s'étalent sur les espaces agricoles. Et ça, on ne peut rien faire contre ça, si ce n'est qu'autoriser ces divisions de terrain, même si ça crée, je suis d'accord avec toi, bien souvent, des divisions qui ne s'intègrent pas bien, qui sont mal harmonisées. On est aussi sur les programmes immobiliers qui sont les lotissements qu'on va ouvrir. On est une autre obligation qui s'appelle le SDRIF, qui est le schéma directeur de la région Île-de-France, qui nous oblige à la densification. On a encore une autre obligation qui est la création de logements sociaux. Donc on ne fait pas ce qu'on veut dans notre commune. Le plan local d'urbanisme, il est là au contraire pour essayer de régenter tout ça, de l'organiser de manière à ce que ce ne soit pas l'anarchie. Merci Thierry, tout à fait pertinent comme remarque. Donc le débat, on doit acter qu'il a eu lieu. Donc en fait, on doit voter pour acter que le débat a eu lieu. Donc vous ne votez pas sur le fond du rapport qui vous a été présenté, vous votez sur le fait que ce rapport a bien été présenté et qu'il y a bien eu un débat. Voilà, on précise toujours les choses parce que c'est parfois un peu compliqué à comprendre. Donc je vous propose de passer au vote. Donc y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Voilà, une abstention. Et donc le conseil municipal prend acte que ce débat a eu lieu. Merci. Alors, on va passer au rapport d'orientation budgétaire, le deuxième de la commune, donc celui du centre médical des sources. Vous savez, quand on a un budget annexe, il faut faire les mêmes choses pour chacun des budgets annexes. Et celui du centre médical en est un, et c'est Nathalie Nicolas-Nelson qui va lire la délibération, et puis après Thierry fera un retour sur l'ordre. Alors, présentation et débat sur le rapport d'orientation budgétaire, exercice 2022, Centre médical des sources. Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, nôtre, qui par son article 107 créait de nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la responsabilité financière des collectivités territoriales, en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2312-1, vu le débat sur le rapport d'orientation budgétaire annexé à la présente délibération, considérant que ce rapport doit donner lieu à un débat au sein du conseil municipal et qu'il doit en être pris acte par délibération spécifique, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte de la tenue du débat sur le rapport d'orientation budgétaire du centre médical des sources pour l'exercice 2022, annexé à la présente délibération. Merci Nathalie. Donc Thierry, si tu peux nous faire la présentation. Bon, ça va aller un peu plus vite, hein. C'est un budget qui est plus petit et qui est plus simple. Donc l'exécution budgétaire 2021. En section de fonctionnement, on dépense 59 425 pour des recettes et 48 416. Section d'investissement 360 592 en dépenses pour 299 133 de recettes. Nous avons un report section de fonctionnement de 44 949 en recettes et un report en section d'investissement à 145 147. Total, dépenses 420 017 86 pour des recettes à 537 646. Des restes à réaliser 2021 en dépenses d'investissement pour 53 424 50, ce qui fait un total consolidé 473 442 en dépenses pour des recettes à 537 646. L'évolution du budget de 2017 à 2021. Montant en euros, donc on passe de 52 367 en 2017, qui était le démarrage du centre médical, pour arriver à 537 646 en 2021.
Bilan de la section de fonctionnement, évolution des dépenses et recettes. Donc en dépenses 2020, 38 537 et 60 433 en 2021. Pour des recettes qui passent de 46 667 à 48 416 euros en 2021. Donc les recettes sont essentiellement, correspondent essentiellement au loyer des cellules. L'évolution des dépenses de 2017 à 2021, des dépenses de fonctionnement. Donc en détail, donc les charges de caractère général se stabilisent à 26 237 euros en 2021. Des charges de gestion courante qui ont disparu sur 2021. Et des charges financières à hauteur de 5 773 euros. Donc charges financières étant les intérêts de l'emprunt. Évolution des recettes, à 48 416 euros pour 2021, donc légère évolution par rapport à 2020. Bilan de la section d'investissement. Les dépenses d'investissement sur 2021 s'élèvent à 324 528, donc c'est essentiellement dû aux travaux d'aménagement, d'agrandissement des cellules. Et des recettes d'investissement de 270 000 euros, donc qui correspondent à l'emprunt qui a été fait par rapport à ces travaux. En cours de la dette, pour le centre médical, de 2017 à 2023, donc on a des annuités pleines, puisque l'emprunt sera complètement inscrit sur 2022, à 43 672,12, donc ça sera linéaire jusqu'à l'extinction de l'emprunt. Donc avec des taux d'intérêt à 5 896 en 2022. Donc les 43 000 s'éclatent entre 5 896 d'intérêt et le capital à 37 775 euros. Et le capital évidemment diminuera d'année en année comme pour la commune. La dette est constituée d'un emprunt qui correspondait à l'extension du centre médical. L'emprunt était un emprunt de 270 000 sur 20 ans au taux de 0,65%. Donc il y a deux emprunts sur le centre médical, ce qui fait une moyenne sur les deux emprunts à 17 ans et demi, avec un taux moyen de 0,94%. L'épargne brute et l'épargne nette sur le centre médical. Donc on dégage une épargne brute à 20 241 euros, épargne de gestion à moins 27 298 euros, et une épargne nette à moins 61 525 euros. Donc on vous redonne les définitions de l'épargne brute, de l'épargne de gestion et de l'épargne nette. Quelles sont les grandes orientations 2020 à 2026 pour le centre médical? Donc ça sera l'agrandissement du pôle médical par l'aménagement de cellules supplémentaires. Donc c'est ce qui a été fait sur 2021, donc on était dans les coûts de nos prévisions. Évolution des recettes, produits et services, autres les virements à 3 840, autres produits de gestion courante à 62 231 euros, donc pour un total à 60 071 euros. Ça reste des estimations également 2022 sur le centre médical comme pour la commune. Évolution des dépenses de fonctionnement. Depuis le vote de la loi de programmation des finances publiques, toutes les communes de plus de 3 500 habitants doivent mentionner leur objectif d'évolution de leurs dépenses réelles et de fonctionnement. Le champ de cette obligation porte sur les budgets principaux et les budgets annexes. Ainsi se trouvent dans le tableau ci-après les éléments correspondants. Charges à caractère général, prévues à 51 451 euros. Charges financières à 5 827 euros. Et les amortissements à 41 726 euros, soit un total de 99 004 euros. Le budget d'investissement, donc immobilisation corporelle à 32 214 euros. Les emprunts, plus cautionnement des praticiens à 39 776 euros, soit un total de dépenses d'investissement à 71 990 euros. Les recettes d'investissement correspondent, c'est des écritures budgétaires, à 41 726 euros. Alors, voilà pour ce rapport. Est-ce qu'il y a des prises de parole? On vous écoute.
Lors du dernier conseil municipal, on vous a demandé les documents concernant les travaux qui ont été réalisés au pôle médical parce que les sommes nous paraissaient trop élevées par rapport à ce que nous avions nous-mêmes constaté. Et malheureusement, on n'a toujours pas eu le détail, ni les devis, ni les factures des travaux réalisés. Et on vous le redemande parce que la transparence est aussi le jeu du débat démocratique et que malheureusement, il n'y a pas de transparence sur cette question-là. Et on ira jusqu'au bout sur cette histoire de travaux et des sommes qui ont été engagées pour le résultat qu'on a pu voir. Par ailleurs, j'aurais aimé savoir, je sais que vous n'allez certainement pas me répondre, puisque la dernière fois, il y a juste à la dernière question, vous ne m'avez pas répondu non plus sur les détails. Concernant les estimations 2022 d'autres produits de gestion courante, on voit bien qu'elles augmentent. Comment est-ce qu'elles augmentent? Et si elles augmentent et qu'il y a de nouveau un bail qui a été signé, est-ce que vous pourriez nous le communiquer? Alors, je réponds à la première partie de la question. La deuxième, c'est Thierry qui vous répondra. Vous avez constaté quoi et comment? Vous êtes experte en travaux, vous avez eu accès aux locaux sans nous avoir au préalablement demandé. Comment vous avez pu constater? Expliquez-moi, je suis curieux. Non, mais je suis simplement allée voir là où il y a aujourd'hui les centres de tests, là où était normalement le cabinet de kiné, et on voit très bien que c'est des travaux vraiment basiques et qu'il n'y a rien de luxueux, et donc 400 quelques mille euros pour ça, on veut le détail. Fournissez-nous les Merci factures. votre expertise hautement intéressante. Fournissez-nous les factures. On vous demande des factures, c'est simplement de la transparence, et vous acceptez ça, cautionner des travaux à plus de 400 000 euros sans avoir les factures, sans avoir les devis. Calmez-vous. Donnez-nous les factures et les devis. Il y a un marché public qui a été fait, qui est totalement transparent. Non, c'est pas transparent. Il y a des factures auxquelles vous avez accès en les demandant quand le compte administratif est validé. Vous le savez, à chaque fois, c'est toujours pareil. Donc soyez patients, vous aurez les choses en temps et en heure à partir du moment où la loi nous autorisera de les donner. Pour l'instant, on ne peut pas vous les transmettre. On aura le compte administratif en dématérialisé pour faire des économies d'encre? Ça, on verra parce que... je croyais qu'on faisait des économies. Non, mais alors, on est obligé, oui, mais justement, vous avez bien fait de rebondir là-dessus, parce que si vous n'étiez pas de mauvaise foi permanente, vous savez pourquoi on l'imprime? Parce que comme ça, quand vous venez le chercher, on vous fait signer un papier comme quoi vous avez bien reçu le document en entier, etc. Parce que si je vous l'envoie par voie dématérialisée, même si ça sert de preuve aujourd'hui, et même si on a une confirmation de lecture, vous la shootez, et derrière on n'a pas de recours pour dire qu'on vous l'a donné et vous continuez vos procédures au tribunal. Donc vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous, c'est vous qui coûtez de l'argent à la collectivité, et c'est vous qui, par vos actes malveillants, font qu'on est obligé de travailler dans ces conditions-là. Vous savez, vous pouvez le mettre aussi à disposition des habitants. Alors là, la deuxième partie de votre question, c'était sur comment on invente les sous, c'est ça? Les 62 000 euros. Si vous avez écouté en bulle, j'ai dit que 2022 était des estimations et que nous travaillons sur le remplissage des cellules parce qu'on n'a pas vocation à laisser des cellules vides, mais on y travaille et quand on aura du compagnon, on vous le dira. Comment vous faites vos estimations? Il y a un prix du mètre carré. À la louche, on est des magiciens. Voilà. Combien de mètres carrés en plus vous comptez louer pour faire cette estimation à 62 000 euros? Allez. 10,83 € du mètre carré et la cellule faisait 159 mètres carrés. Vous voulez faire le calcul quand même. Vous allez me dire si on vous fournit le calcul, ce ne sera pas le bon. Sur les fonctions seulement. Bien sûr, non mais c'est... Sur les cellules supplémentaires. Et il va y avoir un réajustement des charges locatives également, sur la réalité des consommations. Alors, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Ou est-ce qu'on peut acter que le débat a eu lieu? Donc, je propose de passer au vote. Y a-t-il des votes défavorables? Y a-t-il des abstentions? Merci, le débat a eu lieu. Alors, le point suivant, et c'est Sébastien Maluc qui est le rapporteur. Projet de délibération, conseil municipal du 16 février. On y découvre. Modification du tableau des effectifs, création de postes. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984
portant statut de la fonction publique territoriale. Vu l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organisme délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de créer les emplois permanents suivants. Un poste d'animateur territorial à temps complet relevant de la catégorie B à compter du 19 février 2022 pour effectuer les missions d'adjoint de direction d'éducation et loisirs. Un poste d'attaché territorial à temps complet relevant de la catégorie A à compter du 7 mars 2022 pour effectuer les missions de DRH. Un poste de chef de service de police municipale principale de première classe à temps complet relevant de la catégorie B à compter du 1er avril 2022 pour effectuer les missions de responsable de la police municipale. Un poste d'adjoint administratif à temps complet relevant de la catégorie C à compter du 1er mai 2022 pour effectuer les missions d'agent administratif et d'accueil social. Modifie ainsi le tableau des emplois permanents de la commune, précise que la dépense est inscrite au budget 2022. Alors, pardon, excusez-moi, je vais changer mon masque plastique. Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole? Bon, il n'y a rien de très transcendantal, hein, ce sont des ouvertures de postes qui correspondent au grade et au poste pour ceux qui n'étaient pas ouverts, les différents recrutements que l'on a fait là. Donc ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'il y a les dates d'arrivée. Donc on a trouvé notre DRH sur lequel on avait beaucoup de difficultés sur ce poste-là, qui est un poste assez stratégique et très important. Vous allez le voir dans une délibération suivante. Un poste d'animateur territorial pour seconder Thierry Gouet dans ses fonctions de directeur complet de la structure enfance-jeunesse, puisqu'on avait restructuré un peu le service. Et un chef de police municipale, donc là c'est une histoire de grade et de catégorie. Donc il arrive le 1er avril, et c'est pas un poisson, hein. Il arrive bien le 1er avril. Et un poste d'adjoint ministre, donc c'est le personnel pour le CCAS, par voie de mutation, où on a trouvé aussi quelqu'un de très compétent et qui arrivera le 1er mai, puisque la collectivité dans laquelle il quitte veut lui garder un maximum de temps. Donc, je vous propose... Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole, pardon, ou est-ce qu'il y a des renseignements supplémentaires à vous donner? C'est bon pour tout le monde? Donc, je vous propose qu'on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Merci pour eux, surtout. La délibération numéro suivante, la 5, c'est Jean-Yves Gannet à la rapporteure, et ça concerne les astreintes. Actualisation des modalités d'organisation et de rémunération des astreintes. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-134 du 13 juillet 1983, modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Vu le décret numéro 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale. Vu la délibération numéro 18 du 25 juin 2019 relative à l'actualisation des modalités d'organisation et de rémunération des astreintes. Vu la délibération numéro 20 du 16 septembre 2021 mettant en place l'astreinte de sécurité pour la filière police municipale, vu l'avis favorable du comité technique en date du lundi 14 février 2022, considérant qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration. La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif, ainsi que le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail et que la permanence corresponde à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel ou un lieu désigné par son chef de service pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié.
Considérant que les agents des collectivités territoriales bénéficient d'une indemnité ou à défaut d'un repos compensateur lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte avec ou sans intervention ou de permanence. Considérant la nécessité d'actualiser et de faire évoluer les astreintes au sein de la collectivité, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'organiser le régime des astreintes au sein de la collectivité selon les modalités suivantes. Alors, on va s'arrêter là, parce qu'après, c'est donc les autres de la délibération, c'est l'explication des 4 différentes modifications que vous aviez entièrement, vous l'avez fait exprès, dans la note préparatoire, pour que vous ayez le temps de lire. Comme il y en a 3 pages et demie, je vous propose que l'on s'arrête là et qu'éventuellement on réponde aux questions ou qu'il y ait des prises de parole s'il y a des choses à préciser ou s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises. C'est bon pour tout le monde? Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté. Merci. Alors, le dernier point pour ce soir, c'est donc le débat de l'Assemblée délibérante sur la protection sociale complémentaire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu les dispositions du décret numéro 2011-1474 du 8 novembre 2011, relative à la participation des collectivités territoriales et de leur établissement au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, vu l'ordonnance numéro 2021-175 du 17 février 2021, relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, prise en application des dispositions de la loi de transformation du 6 août 2019. Vu le rapport sur la protection sociale annexé à la présente délibération, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après avoir délibéré, prend acte de la tenue des débats sur la protection sociale complémentaire. Alors, on vous l'a transmis. Donc, ce sont des nouvelles prérogatives qui s'imposent aux collectivités. Donc, ainsi, la participation financière des employeurs publics, jusqu'à présent facultative, deviendra obligatoire. Alors, il y a 2 cas de figure. Au 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance, donc souscrits par la voie de la labellisation ou de la convention de participation, l'aide de l'employeur sera alors au minimum de 20% d'un montant de référence précité par le décret. Le 1er janvier 2026 pour les contrats de santé, donc ça c'est dans un deuxième temps, souscrits par la voie de la labellisation ou de la convention de participation, l'aide de l'employeur sera alors au minimum de 50% du montant de référence précité par décret. Donc c'est une avancée tout à fait intéressante et tout à fait bien pour nos titulaires et pour les gens qui travaillent pour les collectivités. C'est très bien, hein, ça aura évidemment un coût. Alors nous, pour vous parler de cela, on avait déjà travaillé dessus, on avait déjà des choses qui étaient mises en place, que je vais vous détailler. Donc les dispositifs qui sont existants au sein de la collectivité. Donc jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait aucune obligation, et maintenant, il y en a une. Donc c'est bien, on avait nous déjà fait une partie du travail. Alors le contrat de prévoyance. Depuis l'année 2012, la collectivité verse une participation aux agents, stagiaires et titulaires qui ont souscrit un contrat de prévoyance, garantie maintien de salaire, labellisé avec la AMT, Mutuelle Nationale Territoriale. Par délibération numéro 17, en date du 18 novembre 2011, donc ça fait un petit moment hein, qu'on s'en est préoccupé, il a été fixé une participation, alors à l'époque forfaitaire, de 5 € par agent. Donc nous avions en 2019 56 agents pour 3 360 € et nous sommes aujourd'hui 47 agents pour 2 820 €. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire pour les agents, qui pouvaient le prendre s'ils le souhaitaient. Pour la mutuelle santé, donc le deuxième volet, on s'en était préoccupé, donc nous depuis l'année 2013, la collectivité verse une participation financière aux agents, pareil, stagiaires et titulaires, pour une mutuelle de santé labellisée, uniquement pour le labelliser. Par contre, par délibération, numéro 15, en date du 22 février 2013, il avait été fixé une participation comme suit. Donc on avait fait une participation identique pour tout le monde, 10 € avec 2 € de plus par enfant. Mais on avait créé 3 catégories, A, B et C, les catégories de la fonction publique.
La participation était directement versée à la mutuelle labellisée sur présentation par l'agent d'un justificatif d'adhésion en cours de validité. Et nous avions, alors en 2019, 23 agents pour 2856 et 21 aujourd'hui, enfin en 2021, pour 2736, donc ça c'est assez stable. Donc dans ce débat, on devait vous dire quelles étaient présenter les différentes perspectives que l'on entrevoit là-dessus. Donc la collectivité de Saint-Patus ayant déjà mis en place une participation à la protection sociale complémentaire en matière de santé et de prévoyance pour ses agents stagiaires et titulaires, lorsque le montant de référence qui servira de base pour le calcul de la participation sera fixé par le législateur, devra certainement prendre une nouvelle délibération après avis du comité technique pour préciser. Alors si on restera sur le choix que l'on aura fait sur labellisation ou convention de participation, la date de l'application, qui peut être antérieure aux dates limites dérogatoires du 1-1-2025 ou du 1-1-2026, suivant les deux catégories. Pour fixer ce montant de participation, la participation pour les agents contractuels, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on peut l'ouvrir aux agents qui sont contractuels, sachant qu'on en a de plus en plus aujourd'hui avec les contrats aidés, ça c'est quelque chose qui peut être intéressant pour eux. C'est souvent d'ailleurs des petits salaires qui parfois n'ont pas la possibilité d'avoir des mutuelles, ce qui pose de gros problèmes, donc ça peut être vraiment une avancée sociale intéressante. La modulation éventuelle, ce qui n'est pas le cas actuellement pour la garantie maintien de salaire, du montant de la participation dans le but d'un intérêt social. C'est ce que je vous disais, il faudra pour la partie où on n'a qu'un seul tarif, créer les catégories A, B ou C, ça c'est quelque chose que l'on pourra faire. De plus, il faut savoir que le centre de gestion de Seine-et-Marne va devoir proposer aux collectivités, pour chacun des risques, une convention de participation ouverte à une adhésion facultative. Elles pourront ainsi adhérer à des conventions après signature d'un accord avec le CDG. C'est ce qu'on a déjà pour la maladie. Hein. Donc ça c'est très très bien parce qu'aujourd'hui nous on a, vous voyez, des contrats pour 56 et 21. Donc on ne peut pas forcément négocier des tarifs très très intéressants pour donner une meilleure participation à nos gens, alors que si c'est fait par le centre de gestion, pour plusieurs collectivités de Seine-et-Marne, évidemment, le fait de se regrouper dans un contrat va évidemment faire baisser les coûts pour des garanties identiques, voire supérieures, donc c'est ce qui est plutôt envisagé, plutôt pas mal. Donc la collectivité serait susceptible d'adhérer à la convention de participation mise en place par le CDG 77 en matière de santé et de prévoyance, sous réserve d'être satisfait évidemment des résultats de la mise en concurrence. Dans ce cas-là, il y aura automatiquement un marché global qui sera fait. Voilà ce qu'on pouvait vous dire là-dessus. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Ou est-ce que comme pour les autres, alors là c'est pareil, on doit voter sur le fait que l'on a pris acte que le débat s'est tenu contre nous et qu'on vous a présenté à la fois la réglementation, à la fois ce qui était mis en place chez nous parce qu'il y en avait, et puis les éventuelles perspectives que l'on entrevoit dans le temps. Y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, merci. Alors il n'y a pas de compte rendu de délégation sur ce conseil-là, puisqu'entre décembre et là il n'y a pas eu de choses qui s'y rattachent. Et donc on va passer aux questions des groupes de l'opposition. Et nous vous écoutons pour votre première question. Alors, suite au risque de fermeture d'une classe de CM2 à la rentrée prochaine sur l'école Perron, nous vous demandons de bien vouloir revoir la carte scolaire de la ville pour le bien-être des enfants. La carte scolaire est de notre prérogative et les critères d'ouverture et de fermeture de classe sont pour l'inspection académique purement comptable. Moyenne d'élèves ou avec des facteurs atténuants comme le nombre d'ABS par classe, l'origine sociale, le nombre d'enfants avec un retard, etc. Faire des dérogations n'est pas une solution de long terme. La carte scolaire de la ville sera-t-elle enfin revue pour éviter que ce type de situation, déjà éprouvée par le passé, ne se reproduise? Alors, c'est Tidiane qui va répondre à votre question, et je vais juste faire une remarque en début. Il n'y a pas un risque de fermeture à Perrault, il y a une fermeture. Voilà. Tidiane, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Oui, cette question est déjà venue il y a 2 ans de votre part, hein, donc c'est assez surprenant effectivement que vous la reposiez, mais on va vous apporter quand même quelques précisions sur vos attentes. Nous allons vous apporter quelques précisions sur vos attentes. Voilà, nous n'avons pas attendu, que vous posiez la question pour que nous nous en préoccupions nous-mêmes.
Nous avons rencontré l'inspecteur académique il y a quelques jours avec M. le maire et les services la semaine dernière, avec lesquels nous avons échangé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une nouveauté depuis cette année. Alors qu'avant, nous transmettons des éléments d'effectifs aux chefs d'établissement et que ceux-ci avaient leur comptabilité à part, souvent, en rentrée scolaire, on avait des écarts entre les chiffres que nous avions et les chiffres que les écoles nous présentaient. Alors, pour éviter ça, effectivement, Séverine, le directeur général et ses services ont souhaité que nous puissions avoir des temps de travail avec l'inspecteur académique pour nous mettre bien d'accord sur les effectifs pour éviter les incompréhensions ou les écarts. Alors, nous avons rencontré l'inspecteur depuis pendant un bon bout de temps, avec lequel nous avons échangé de façon très franche. Nos chiffres sont accordés au jour d'aujourd'hui. Nous avons découvert effectivement, avec insistance de la part de l'inspecteur, que la classe est fermée, ce qui ne correspondait pas du tout à notre goût et à nos attentes, parce que nous aurions souhaité que les classes restent ouvertes et qu'à la rentrée, une fois que les effectifs sont connus, nous les fermions ou nous les laissons ouvertes. Bon, la classe est fermée, mais rassurez-vous, nous allons défendre le point de vue de la ville, mais aussi le point de vue des familles et des enfants, dans le cas où, effectivement, le besoin s'en faisait sentir à la rentrée, pour que nous ayons une classe qui soit ouverte et qui corresponde aux attentes des familles. Les associations de parents d'élèves ont été rencontrées lundi dernier, lundi 14, avec lesquelles nous avons échangé, que nous avons informées. Elles sont parties rassurées. Voilà, donc aujourd'hui, j'allais dire, au stade actuel, les effectifs que nous avons de la part de l'inspecteur académique, des effectifs que nous avons, sont les effectifs stables. Bien sûr, ils changeront d'ici la rentrée, puisque les inscriptions continuent. Voilà, elles sont en cours et vont se dérouler du 10 mars au 8 avril prochain, c'est ça, Charlotte, et vont se dérouler jusqu'au 8 avril prochain, ce qui nous permettra à partir de ce moment-là de rencontrer à nouveau l'inspecteur académique et de faire le point ensemble pour justement préparer la rentrée de façon efficace. Voilà, et concertée. Voilà ce que j'avais à rajouter à cette question. Je suis désolé que je n'ai pas lu, excusez-moi, je suis toujours essoufflé encore quand je parle longtemps. Je suis désolé de n'avoir pas lu, mais je n'ai pas trahi l'esprit de la réponse qui a été préparée pour votre question. Alors, donc il n'y a pas de redécoupage de la carte scolaire. Il n'y aura pas de travail de fait sur la carte scolaire. Alors, le travail a déjà été fait, il continue en lien avec l'éducation nationale. J'ai été déjà inscrit en faux dans les propos que vous aviez dit il y a 2 ans, quand vous disiez que nous n'avions pas travaillé la carte, nous n'avions pas révisé la carte scolaire. Et celle-ci avait été révisée, puisqu'il y avait 5 à 6 rues, 5 je crois, puisque tout ce qui était après le tennis couvert avait été basculé et changé de carte scolaire pour adapter. Et je m'étonne aussi, c'est pareil, je suis content plutôt que vous acquiescez à la politique que nous menons depuis des années, puisque quand vous dites qu'effectivement les dérogations ne sont pas une solution à long terme, effectivement ça fait 14 ans qu'on refusait de signer des dérogations et qu'on restait sur la carte scolaire de façon à ne pas faire de micmac. Donc pour une fois, vous voyez, on a la possibilité de se rejoindre sur des points, et ça c'est extrêmement intéressant. Voilà, votre question numéro 2, s'il vous plaît. Comme vous le décrivez dans le rapport d'orientation budgétaire, l'inflation en 2022 sera probablement élevée suite à l'augmentation des prix de l'énergie. La crise du Covid a par ailleurs fragilisé de nombreuses familles. Dans ces circonstances, vous prévoyez d'augmenter la taxe foncière de près de 10%, tout en laissant les tarifs du périscolaire, garderie, le soir sans goûter, très élevés. Prévoyez-vous, comme vous y étiez engagé, de baisser ces tarifs afin d'aider les familles? Alors, c'est Thierry Lemaire qui va vous répondre, parce que c'est une question orientée finance. Alors, quand vous dites si on prévoit comme on s'est engagé de baisser ces tarifs, je vais faire appel à votre mémoire, puisque les tarifs avaient été augmentés, si vous vous en souvenez bien, pendant la pandémie en 2020, donc pour la rentrée 2020. Nous avions augmenté les tarifs d'environ 1 € pour les familles. 4 mois plus tard, donc
bien en dessous de l'année qu'on avait annoncé, 4 mois plus tard. On a rebaissé ces tarifs, et pour la grande majorité des familles, près de 70%, les tarifs proposés étaient inférieurs aux tarifs d'avant la crise. Ça, c'est le premier point. Comme vous le rappelez, il y a eu une inflation sur 2021 à 2,1%, c'est ce qu'on vient de voir dans l'Europe. Nous avons négocié également on a refait un marché sur la restauration scolaire avec notre classe de thérapie. Les tarifs ont augmenté également de 3%, puisqu'ils sont passés, ils ont augmenté de 3%, voilà. Et ce qu'a décidé la commune, c'est de ne rien impacter aux familles sur 2021 et 2022. Donc c'est une manière d'aider les familles, puisqu'il n'y aura pas d'augmentation sur ces postes-là. Merci Thierry. Donc voilà, on est arrivé au terme de notre ordre du jour et de nos questions. Merci à tous. C'était notre premier conseil de l'année 2022 où j'espère qu'on pourra faire des conseils par la suite avec plus de public, puisque c'était encore une fois limité, et sans masque pour nous, ce qui serait plus agréable, parce que je sais que c'est difficile pour beaucoup d'entre vous, en particulier ceux qui ont des lunettes. Voilà. Bonne soirée, on se retrouve probablement courant mars ou début avril pour le vote du budget. Voilà, merci, bonne soirée.